Le débrief Afrique n'explique pas l'Afrique depuis l'extérieur. Il l'écoute, la questionne, la confronte. Chaque semaine, des journalistes d'ici, du continent et de sa diaspora croisent leurs regards pour rompre avec les récits paresseux, les angles imposés et les certitudes confortables. Ici, les faits priment, les contradictions s'assument, les débats s'ouvrent. Pas de complaisance, ni de ligne dictée ou de regard condescendant, seulement une parole libre, pointilleuse et plurielle surtout, à l'image d'une Afrique vivante, complexe en transformation permanente. Bonsoir et bienvenue dans le débrief Afrique. Ce soir, autour de moi, autour de cette table, je reçois Othman Fahim, journaliste, économiste et expert en développement territorial. En face, à sa droite, Mohamed Zainabi, rédacteur en chef de deux news magazines très connus, l'Observateur du Maroc et d'Afrique, en plus de Pouvoir d'Afrique. Si tout va bien aussi, en confidence, il devrait être aussi bientôt aux manettes d'une émission digitale African Dreamer, qui promet de nous faire voir plus grand, plus beau notre continent simplement. J'accueille aussi à ses côtés Maodo Malick Diallo, journaliste et créateur de contenu. Maodo Malick Diallo, à ses côtés, le débrief, c'est maintenant. Bienvenue, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Trois regards, une même exigence, comprendre l'Afrique d'aujourd'hui. Et pour commencer, un sujet qui dit beaucoup de l'instabilité politique et des crises démocratiques en cours sur le continent. En Ouganda, par exemple, où les élections législatives et présidentielles du 15 janvier dernier ont plongé le pays dans un climat marqué par une répression sans précédent et une intimidation généralisée, comme en témoigne ce discours, ou en tout cas cette citation de Tigray Court, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Je le cite. Les autorités ougandaises, dit-il, ont lancé une brutale campagne de répression contre l'opposition et ses partisans, rendant extrêmement difficile l'exercice de leur droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Elles doivent immédiatement mettre fin aux arrestations arbitraires, enquêter sur les cas de torture et assurer que les forces de sécurité respectent leurs obligations en matière de droits humains. Fin de citation. Je me tourne vers vous, Othman Fahim. Que faut-il comprendre dans cette déclaration? Donc, peut-être aborder le sujet des droits humains. C'est vrai qu'effectivement, on est dans une période électorale et l'idée, en fait, derrière, c'est qu'il faut savoir que c'est plus une intimidation, en fait, de la partie opposante qui fait que, justement, on ne laisse pas libre cours à l'opposition de pouvoir s'exprimer tout au long de la campagne électorale. Et donc, du coup, cette agressivité qu'on voit justement dans les rues, notamment à travers les arrestations arbitraires, l'utilisation de gaz lacrymo et un certain nombre justement d'excès font que on réprimande justement cette opposition et on ne laisse pas libre cours justement à la fois au débat politique mais aussi à l'opinion publique dans les rues de pouvoir choisir clairement leur candidat. Ou exprimer carrément leur opinion aussi. Que disent les faits, si Mohamed Zainabi? Alors, les faits sont, on va dire très clairement qu'il y a un problème en Ouganda, un problème démocratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce pays de plus de 50 millions d'habitants, dont la moitié sont des jeunes, et gouverné par Yoweri Museveni, voilà, qui a plus de 80 ans quand même. En tout cas, qui est au pouvoir déjà depuis 40 ans. Et qui est, voilà, passé la moitié de sa vie au pouvoir. Donc il n'y a pas photo, il y a un problème démocratique et c'est clair. Le principal opposant qui a un petit peu remué à l'approche des élections, il est aujourd'hui en prison. Et énormément de jeunes aujourd'hui sont soit tabassés, soit
emmener de force dans des communautés. La question est clairement, voilà, on ne peut que la dénoncer. Moi, je reviens sur le ton utilisé par Amnesty International, qui toujours s'attaque aux États et n'incrimine pas les entités privées qui pourraient aussi jouer un rôle néfaste dans un manque de démocratie. Tout à fait. Et dans notre pays, on avait souffert du regard comme ça inquisiteur d'Amnesty International sur un sujet, mais c'est un sujet national. Donc moi, je suis contre la sacralisation d'organisations se disant de défense des droits humains, ouais. C'est-à-dire que tout est discutable. Tout à fait, c'est discutable. Mais c'est des faits quand même, M. Diallo, je me tourne vers vous, Maodo Malick, c'est des faits qui ne sont pas que ougandais, ça, c'est partagé quand même ces situations, c'est un peu partagé dans le continent. Pour moi, c'est une honte pour l'Afrique. Toutes ces choses que vous voyez, vous trouvez juste en Afrique. Un président qui se raccroche au pouvoir pendant presque une demi-siècle. Et je pense que ça doit cesser. Moi, quand j'étais à sa place aujourd'hui, non seulement je ne vais même pas se présenter, et je vais pousser les jeunes aujourd'hui à être devant la chaîne et pour montrer aujourd'hui que l'Afrique, c'est sa jeunesse aussi. Par exemple, quand tu prends l'Afrique, 70% des Africains actuellement, c'est des jeunes. Maintenant, tu vois les jeunes qui disent qu'on va contester les résultats. Les élections ne sont pas encore là. Ça pose qu'aujourd'hui, que vraiment, les gens qui sont au pouvoir, ils sont prêts à triquer pour gagner. C'est dommage. C'est devenu triste en Afrique et ça doit se cesser. Ouais, triste, vous avez dit. En tout cas, comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, c'est refuser les raccourcis, quoi, comme on dit simplement. Et c'est le credo de notre émission, en tout cas, de le débrief Afrique. Je veux que nous traversions la frontière pour aller pas loin d'ici, pour aller au Soudan, pas loin de là-bas, je veux dire, pour aller au Soudan voisin, où le contexte aussi de la crise humanitaire et sanitaire surtout, provoquée par le conflit armé, dure déjà plus de 1000 jours, beaucoup plus que 1000 jours déjà, d'où l'alerte de Dr Chibé Sarbani, représentant de l'OMS au Soudan. Je le cite aussi. 1000 jours de conflit, dit-il, au Soudan ont poussé le système de santé au bord de l'effondrement sous la pression de la maladie, de la faim et du manque d'accès aux services de base. Les gens font face à une situation dévastatrice. Ce n'est pas non plus beaucoup plus agréable sur cette partie du continent. Comment survive-t-on quand la guerre prive à la fois de soins, de nourriture et d'espoir? Othman Fahim. Peut-être je saisis l'occasion pour remercier le travail que Dr Chibel réalise en fait, non seulement au Soudan, mais dans un certain nombre de pays. Et il a une très large expérience à la fois au Maroc, mais aussi dans les pays justement d'Afrique et du Moyen-Orient. Maintenant, effectivement, c'est un anniversaire sinistre, dans le sens où on est quand même à près de 3 ans justement de conflit et en fait il tire un peu la sonnette d'alarme pour dire que finalement cette guerre qui persiste fait que le système de santé aujourd'hui est très fragilisé. Peut-être pour donner quelques chiffres assez alarmants, on a à peu près 37% justement des établissements qui sont mis à mal, 80% au niveau de la région du Darfour notamment, où il n'y a vraiment pas d'accès à la santé et aux établissements, donc des soins les plus élémentaires. Mais hormis justement cette situation en fait conflictuelle, il y a déjà des maladies qui prédominent. Qui ravagent les populations entières. Effectivement, hors conflit. Et là, je fais référence notamment au paludisme, au choléra aussi. Et justement, cette situation n'apporte rien de bon et n'améliore pas la situation initialement existante. Vous avez la même lecture, Mohamed Zeinabi? Il y a plus de 20 millions, selon les statistiques les plus récentes, de personnes qui souffrent de faim à cause justement de l'effondrement non seulement du système de santé. Là, on pointe un secteur vital, certes, mais ces personnes n'ont pas quoi manger, de quoi se nourrir, n'ont pas l'eau pour boire. Et c'est ça, en fait, le paradoxe.
S'il y avait un petit problème en Occident, quelque part en Europe ou dans un autre continent, on aurait crié au scandale, etc. Tout à fait. Et quand il y a des milliers de morts en Afrique, on fait comme si de rien n'était. Et là, des interpellations de la sorte, j'espère, vont éveiller les consciences. Tout à fait. Bon, on l'espère aussi. On reste encore au Soudan où le sort des enfants encore cette fois-ci est juste insoutenable. Le représentant de l'UNICEF dans la région, Ricardo Pierce, je le cite, lance l'alerte et vous allez voir, il nous dit simplement plus de 5 millions d'enfants ont été forcés de quitter leur foyer. 5 millions d'enfants, voilà. C'est l'équivalent de 500 enfants par jour depuis le début de ce conflit. Que dit simplement au monde le déplacement forcé de 5 000 enfants par jour sur l'ampleur de l'échec à les protéger? Alors, je voulais juste dire, que mon frère qui l'a dit tout à l'heure, par exemple, quand c'était à l'Occident aujourd'hui, je pense que le monde est effondré. Mais quand c'est en Afrique, les Africains même ne prennent pas de responsabilité par rapport à ça. Quand on parle des enfants, c'est l'espoir de demain. Aujourd'hui, quand on voit tous ces enfants-là se déplacer, ils vont où? Point d'interrogation. Il y a des journalistes qui disent que peut-être ils vont dans des villes voisines. Ou les pays limitrophes. Tout à fait, ouais. Mais est-ce que c'est ça? Et ces enfants-là, leur sort, on ne se pose pas cette question-là en Afrique? Tout à fait, oui. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Il faudra peut-être relever la question aussi de la précarité aussi au niveau des camps de réfugiés. C'est vrai qu'il y a énormément de mouvements de population. Et donc, du coup, ça implique le fait que forcément, il y a des abus et forcément, on est dans une situation où justement cette enfance africaine est mise à mal. Il peut y avoir énormément de traumatisme justement suite à ce type de conflit. Et donc, du coup, même la reprise, que ce soit du foyer post-conflit, reste quand même assez critique. Assez compliqué aussi. Et énormément de conséquences aussi psychologiques. D'autant plus qu'il n'y a pas de suivi derrière. Bien sûr. Exactement. Et ce sont les conséquences de l'effondrement de l'État. Quand un État s'effondre, c'est toutes les structures de protection de sa population qui ne fonctionnent plus. Et voilà le résultat. Tout à fait. Tout à fait. Vous voulez rajouter oui, bien sûr, je voulais ajouter juste quand on parle de 500 enfants. 500 enfants, c'est énorme. Par exemple, quand on parle d'un pays n'a pas d'enfants, ce n'est rien du tout. C'est l'espoir de demain. Il faut que les Africains, nous les Africains, on se pose cette question. Quand dans un pays, quand il y a la guerre, quand il n'y a plus d'enfants dans ce pays-là, bon, il y a plus d'espoir dans ce pays-là. Pour la relève, au fait, non? Voilà. Et voilà, les enfants, c'est l'espoir de demain. Tout à fait. L'espoir de demain, vous l'avez dit, Maodo Malick Diallo. Donc, au-delà de l'exode des enfants soudanais, cette guerre aussi a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement surtout de 11 millions de Soudanais. Mais ça, c'est encore énorme, c'est énorme. Donc, parlant de ces exodes, donc, ça nous ramène justement au Rwanda, voisin cette fois-ci du Soudan. Parlant justement de Rwanda, quel est son rôle aujourd'hui dans la crise qui secoue les pays du Grand Lac? Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui se trame aussi autour de dans cette région, autour de ce pays, le Rwanda? Je cite là où l'ambassadeur des États-Unis en place dit que le Rwanda entraîne la région. Écoute, regardez bien ce qu'il dit. Le Rwanda entraîne la région vers une instabilité accrue et vers la guerre. Je ne pense pas qu'il y soit allé de même temps. Il y va clairement. Non, c'est Mohamed Zainabi. Voilà. Alors, la déclaration de Mike Waltz montre, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, montre l'exaspération des Américains qui ont, jusqu'à tout récemment, avaient tenté de réconcilier les deux pays voisins. Mais c'était déjà signé, je crois, non? Voilà, et c'était acté, mais de retour de ces négociations qui étaient annoncées fructueuses. Il y a eu aussi des actes du M23, encore une fois, ce qui a ramené la situation au point de départ. En fait, la question qui se pose, que veut le Rwanda, mais n'incriminons pas seulement le Rwanda, la RDC aussi.
qu'est-ce qui se trame derrière? Parce qu'il faut être aussi un peu suspicieux. Qu'est-ce qui bloque chez le Rwanda pour dire OK, stop au M23, etc. Derrière toute négociation, il y a des choses qui ne sont pas dites et que peut-être l'histoire nous révélera. Parce que ce n'est pas normal de voir qu'il y a une menace sur la stabilité, non pas seulement des deux pays, mais sur toute la région. Ouais, et l'ambassadeur le dit à raison. Et ne l'oublions pas que les États-Unis aussi parlent d'une manière intéressés. Hein. Ah ben oui, forcément. Voilà. Ils n'y vont pas juste pour la beauté de la région, je crois, non, Othman Fahim? En même temps, parfois on a tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, je ne sais pas, mais parfois on a tendance à avoir un double discours. Une fois, on dit que le Rwanda est un pays qui est bien positionné, un pays qui se développe très bien, etc. Mais de l'autre côté, c'est tout ce qui a un enjeu stratégique derrière, notamment en termes de matières premières. Et donc, du coup, ça crée justement cette situation d'instabilité au niveau régional. Les accords qui ont été signés au niveau de Nairobi n'ont pas été concluants. N'ont pas été respectés, en tout cas. Du tout. Et donc, du coup, il faut dire que c'est un enjeu régional, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des ressources minières principalement, et je fais référence principalement au cobalt et à l'or, et donc au lithium par ailleurs. Au lithium aussi, oui. Et donc du coup, on a toujours tendance à vouloir chercher l'ennemi là où il n'est pas, ou là où il est, je ne sais pas. C'est selon, c'est à voir. C'est selon. Et donc du coup, il n'y a pas que les États-Unis qui sont ici. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, mais on sait tous qu'il y a des puissances régionales qui, eux aussi, ont leur mot à dire dans la région. Et puis, ne l'oublions pas, c'est quand même dommage qu'il y ait une intermédiation en dehors de l'Afrique pour réconcilier des Africains. Mais il y a quand même des pays qui sont impliqués dans mais clairement, en l'occurrence. Mais l'absence justement de médiateurs suffisamment puissants en Afrique pour régler très vite, pour essayer d'éteindre l'incendie au début de son éclatement, c'est quand même dommageable. Absolument, c'est dommageable, vous l'avez dit. En tout cas, sur cette partie du continent, les choses ne vont pas comme on veut. On va aller voir au-delà, nous faisons face à un enjeu politique certain, en tout cas économique et social, qui interroge les pouvoirs, qui bouscule aussi les certitudes et engage l'avenir du continent surtout. Parlant d'avenir, justement, Jean-Michel Boss, éditorialiste à Deutsche Welle, revient largement dans un article d'analyse économique et de débat sur le développement du continent qu'il a publié le 12 janvier dernier. Il met en lumière les défis structurels de l'économie africaine. Voilà ce qu'il dit en substance, je cite, « L'Afrique doit sortir du piège des matières premières pour se diversifier et surtout s'industrialiser. » Une fois qu'on a dit ça, on dit quoi ? Pourquoi, malgré ce diagnostic largement partagé, l'Afrique reste-t-elle enfermée dans le piège toujours des matières premières ? Othman Fahim. Bon, peut-être un chiffre, je ne dirais pas alarmant, mais évident. 21% des exportations africaines vers l'extérieur sont manufacturières, le reste ne le sont pas. Absolument. Ce qui est peu, hein ? Très très peu. Très peu. Maintenant, quand on regarde en détail, effectivement, pour une grosse partie justement des pays africains, c'est principalement des rentiers, et là je fais référence aux hydrocarbures, pétrole, gaz naturel. Maintenant, pour le reste, effectivement, on a un niveau de transformation industrielle qui est assez faible, à part certains pays tirés au volet. Mais là se pose un peu la question, c'est l'idée qui revient souvent, celle de la malédiction des ressources. Et là, je dirais, c'est le modèle post-colonialiste qui revient en fait économique. Et on n'a pas pu se départir de cet héritage, quoi. Pas forcément, parce que l'idée ici, c'est que si on a vraiment envie de s'imposer comme zone ou comme continent, on va dire, dans le commerce international, il faudrait d'abord qu'on ait un poids suffisamment important déjà en Afrique, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, tout à fait. Donc on est dans un statu quo. À qui ça profite, ce statu quo ?
Alors, ça profite bien C'est sûr Mohamed Zeinabi, oui. à tous les pays, principalement occidentaux, il faut le souligner, qui sont le réceptacle de ces exportations dont on parle. Si ce n'était qu'entre Africains, on se consolerait comme on peut, mais on dirait que ça profite au moins à l'Afrique. Ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est presque une lapalissade, hein, ce genre de déclaration. On a entendu, par exemple, Merim Ben Salah, quand il était à la tête du patronat marocain, de la CGM, tout à fait. dire que c'est dommage que l'on ait, par exemple, autant de fruits en Afrique subsaharienne ou qu'on n'arrive pas à les transformer, par exemple, au Maroc, où on a des usines pour le faire. Et donc, on va continuer à tourner en rond, recevoir ce genre de leçons inutiles, alors que l'évidence voudrait que l'on aille vers la transformation de nos matières premières qui valent encore aujourd'hui dans un monde qui a besoin de ces matières, qui une fois transformées, se vendraient plus cher, se vendraient mieux et rapporteraient plus à une Afrique qui a besoin beaucoup plus de bonne gouvernance et donc de démocratie pour aller vers ces solutions d'évidence. Absolument. Donc, transformer nos richesses, quoi. C'est ça, au lieu d'exporter nos matières premières. D'autant plus qu'on est assez, quand on parle de piège des matières premières, on est toujours souvent assujetti, conditionné par les cours internationaux. Et en termes d'export, là encore... Donc, en clair, on n'est même pas acteur de ce qui se joue sur nous. Bien sûr, d'autant plus qu'il y a des restrictions à l'export. Je parle notamment des tarifs douaniers, où là, c'est vraiment un enjeu à part entière. Clairement. Alors, je voulais juste augmenter que les Occidentaux, ils ne vont jamais nous libérer aussi, hein, parce qu'ils savent nettement que, voilà quoi, comment on dit ça, le gagne-pain du monde se trouve en Afrique. Hein. Ils le savent très bien. Ils jouent le double jeu, c'est-à-dire que ils jouent au chapeau en même temps, voilà quoi. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Mais aussi que les Africains doivent comprendre aussi que le destin de l'Africain, ça nous appartient à nous-mêmes. Voilà. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique même. C'est une citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc qui résume toute la situation en une phrase. Simplement. Donc, abondant dans le même sens, cette fois-ci, on ne va pas dire encore ça vient de l'étranger, cette fois-ci, c'est l'ancien patron de la BAD, donc la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui renchérit sur la même, dans le même sens que notre précédent commentateur. Je le cite, il dit que l'Afrique doit mettre fin à l'exportation de ses matières premières. L'exportation de matières premières est la porte de la pauvreté. L'exportation de produits à valeur ajoutée est l'autoroute vers la richesse. Et l'Afrique en a assez d'être pauvre. Cette fois-ci, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et il a trouvé les bons mots pour nous parler, pour nous interpeller. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que pour créer de la croissance, la première évidence, c'est de voir les matières qu'on a et de les transformer localement ou ne serait-ce que dans un voisinage immédiat. C'est local toujours. Hein. Et voilà, et créer de la plus-value à l'export pour le produit fini. Mais si on n'a pas compris ça, on n'a encore rien compris à l'économie moderne. Avant, on nous disait que peut-être il y a un problème d'énergie, problème d'installation industrielle et tout ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui, Othman Fahim, qu'est-ce qui empêche encore l'Afrique de transformer elle-même ses richesses? En tout cas, les richesses, on parlait tout à l'heure de fruits et légumes déjà. Je pense déjà, pour parler un petit peu de l'institution, je crois qu'on sait déjà où investir. Hein. On a investi 3,3 milliards de dollars sur les zones d'activité, sur les zones spéciales d'activité. On a cette volonté justement de la ZLECAf d'ouvrir en fait le marché commun, effectivement, de supprimer justement cette question douanière et d'améliorer les infras intra-Afrique. Déjà, ça, c'est une solution. Et il le montre clairement en fait dans sa citation. Il y a deux voies, c'est soit la voie de la pauvreté, soit la voie de la croissance, et en particulier de la valeur ajoutée interne. Et donc du coup, je pense que ça ne peut être que en investissant davantage dans les chaînes de valeur locales,
qu'on pourra justement avoir des points de valeur ajoutée. Parce que quand on regarde les schémas d'affaires actuels, parfois on milite souvent pour les investissements directs étrangers, mais quelle vraie valeur ajoutée pour le continent et pour les pays quel choix de secteur déjà investir quoi. Et là, c'est là où nos politiques généralement ont tendance à résoudre la moitié du problème, donc là je fais référence notamment à la création d'emplois aussi, mais très peu à la valeur ajoutée locale. Tout à fait, tout à fait. Donc ça profite à quelqu'un, justement, le fait de vouloir tout exporter brut au lieu de transformer. Ce n'est pas qu'aux étrangers aussi. Peut-être il y a des politiques qui soutiennent ça. Quand il y a manque de démocratie, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de dessous de table, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui tirent profit de ces exportations à l'état brut. Et il y a des systèmes politiques qui sont restés pendant des années, qui vivent de ça. Et qui sont aidés pour rester sur place. Après, parfois, c'est la voie de la facilité. Hein. On ne va pas se mentir non plus. Il est plus facile d'exporter des matières premières brutes que de transformer. Parce que qui dit transformation aussi, dit aussi un certain nombre de processus en fin de chaîne de valeur que parfois, peut-être qu'on ne maîtrise pas forcément. Là, je fais référence à certains secteurs. Certains secteurs, d'autres, on peut le faire. D'autres, on peut parfaitement le faire. Mais on parle de l'Afrique comme si c'était un bloc monolithique. En Afrique, il y a des exemples réussis. Aujourd'hui, ce que exporte, par exemple, l'OCP comme matière première, mais il y a une bonne partie qui est transformée. Ici. Et voilà, on en a énormément gagné. Pareil pour les batteries électriques. Oui, les batteries électriques aussi. On a toute la capacité technique de le faire. Et on a la matière première. On a la matière première en plus. Moi, je veux dire juste un exemple. Par rapport à 20 ans de cela, par exemple, quand on donnait la chance, les Occidentaux donnaient la chance aux Africains d'avoir des usines chez eux. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont partir, vont rester ici. Il y a ce système aussi qui joue aujourd'hui. Par exemple, quand tu prends, je prends l'exemple du Sénégal, je prends juste le phosphate ou de l'or, il y a d'autres. Qu'on prend des produits bruts à l'époque, actuellement il n'y en a pas, qu'on amenait à l'Occident. Par exemple, quand les Occidentaux vont jouer gagnant-gagnant, par exemple, avec les Africains, ils peuvent apporter leurs expertises en Afrique, créer des usines en Afrique, la jeunesse va rester ici. Alors, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'usines en Afrique. Peut-être que ce n'est pas aux Occidentaux de le faire. C'est à nous aussi de leur imposer. Oui, mais quand je dis les Occidentaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sera gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. Ce sera gagnant-gagnant. Nos dirigeants qui sont avoir ce courage de dire aux Occidentaux, écoute, nous, nos matières premières, on ne va pas vous le donner. On va le laisser chez nous où vous venez. Et je profite de l'occasion, par exemple, aujourd'hui, parce que moi je suis sénégalais, je rends hommage aussi à Ousmane Sonko qui dit aux Occidentaux, quand vous voulez quelque chose, venez au Sénégal, venez investir au Sénégal, mais aussi les matières vont rester au Sénégal, on va essayer de travailler au Sénégal. Par exemple, au Maroc, cette question a été dépassée. Il ne faudrait pas seulement que des Occidentaux ou des investisseurs étrangers arrivent, mais il y a aussi le taux d'intégration, le transfert de technologies, etc. Il faut aller au-delà de la seule création, la volonté de création d'emplois qui pourrait aussi avoir des travers. Absolument, parce que Othman Fahim rappelait que c'est complètement politique tout ça. Il y a des jeux politiques qui sont derrière, qui font que c'est biaisé déjà. Maodo Malick Diallo, vous nous permettez la transition aussi vers la déclaration de Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, qui marque aussi désormais une rupture avec les pratiques économiques que connaît le pays. Qu'est-ce qu'il a dit, Maître Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, simplement le Premier ministre sénégalais. Il ouvre un débat en tout cas sur la souveraineté financière du Sénégal face aux institutions internationales. Ousmane Sonko s'exprimait ainsi lors d'un point de presse à Dakar. C'était le 8 janvier dernier, en marge d'une rencontre avec son homologue mauritanien avec qui il partage beaucoup de richesses aujourd'hui, en tout cas qui ne sont pas encore tout à fait exploitées, mais qui sont en cours d'exploitation. Je le cite. Il n'est pas question que le Sénégal accepte une restructuration de sa dette par le FMI, le Fonds monétaire international. Il a insisté en disant le FMI et en le traduisant carrément. Qu'est-ce qu'il dit, ce message de Ousmane Sonko, aux institutions internationales?
Othman Fahim. Pour moi, j'y trouve déjà une souveraineté économique dans un premier temps et la décision ferme de décider en fait de l'avenir du pays. Il y a une polémique sur les chiffres également, peut-être qu'on peut relever. Certains parlent de 132% du PIB, d'autres de 119. Donc on pourra discuter autant de temps qu'on veut sur la question, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est quelle est la capacité ou la marge de manœuvre du gouvernement Enfin, de l'État du Sénégal, quoi. Oui. Effectivement, de se doter et d'utiliser en fait justement ce levier-là pour asseoir sa stabilité macroéconomique. Maintenant, il est vrai que si vous voulez, l'historique ou le passif de certains pays africains, dont le Sénégal, et là je fais référence notamment au plan d'ajustement, font qu'on est très souvent réticent vis-à-vis justement de cette restructuration des bailleurs de Bretton Woods. Et donc du coup, ça pourrait porter préjudice, et on l'a vu un certain nombre de fois dans divers pays, notamment en développement, sur la stabilité attendue. Il y a un deuxième sujet aussi qui est intéressant, c'est ces chiffres-là ne datent pas d'hier. Ouais. Donc le FMI est déjà au courant de la situation. Non. La question qu'il faut se poser, c'est le FMI en tant que bailleur, qu'est-ce qu'il a fait tout au long justement de la période où le Sénégal était mis à mal. Peut-être il était berné ou il a fermé les yeux. Non, il a fermé les yeux clairement, pas berné. Et donc du coup, venir a posteriori déclarer justement une restructuration, quelque part, j'y trouve aucun fondement. Mais c'est ce qui m'a interpellé, vous parlez de réticence. Est-ce que c'est une réticence politique simplement aussi, ou c'est des postures ? Pas forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de restructuration, on est sur un temps long. Un temps très long d'ailleurs. Et donc du coup, ça sort parfois du cadre politique même, parce qu'on peut avoir un changement de régime, on peut avoir un changement de gouvernement, etc. Et donc du coup, même cette décision, dans l'immédiat, tant qu'on la voit aujourd'hui, elle peut être réfutée, même revue à terme. Mais derrière, il y a des implications sociales dans un premier temps, il y a des privatisations aussi, implications qui économiques interviennent, et donc du coup, forcément, il y a des implications sur la stabilité macroéconomique d'ensemble. Donc du coup, c'est pour cela qu'il est clair qu'il faut trancher sur, déjà le rôle du FMI en tant que bailleur, mais aussi sur la marge de manœuvre de l'État pour pouvoir gérer en fait finalement justement sa dette. Quels seraient les enjeux économiques et politiques quoi, moi, je cite le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui dit que le Sénégal aurait besoin d'environ 9 milliards d'euros pour honorer ses obligations. 9 milliards d'euros. Mais quand même, voilà. C'est beaucoup. Il faut trouver cet argent, essayer de trouver des moyens de... Voilà, la déclaration de Sonko est très bien. Elle nous renvoie à cette question de souveraineté, mais il ne faut pas trop s'endetter. Au-delà. Et il ne faut pas trop s'endetter pour préserver sa souveraineté. Absolument. Ça, c'est une règle, voilà, sacrée. D'or, quoi. C'est une log d'or. Ouais, exactement. Alors, mais quand on a dit ça, on n'a encore rien dit, parce que ce que je sais, c'est que le Sénégal a trouvé des ressources pétrolières. Et c'est que quand on trouve certaines ressources, ça donne une perspective. Ça dérisque un petit peu le pays. Ça encourage certains bailleurs de fonds, pas seulement le FMI, mais aujourd'hui, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a des liquidités dans le monde. Et que le seul continent qui paye très cher encore la dette, c'est l'Afrique. Absolument. Pour une question de risque parfois exagéré. De notation, justement. C'est un peu le vrai enjeu. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est ça. Pourquoi ? Parce que quand on parle de notation, on parle aussi de perception des affaires. C'est surtout perception. Et donc, du coup, si on vient demain parler de restructuration, donc forcément, c'est une mauvaise perception, on déclare que le Sénégal est en faillite. Absolument. Alors, une mauvaise perception. Je pose la question aussi des moyens propres à l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas de banque suffisamment riche pour prêter en Afrique, pour prêter... La BAD, pourquoi pas ? Voilà. La BAD. Et pas seulement. Afreximbank. Il y a des institutions aussi. Il y a des fonds du Golfe aussi, par ailleurs. Oui, des fonds du Golfe aussi, mais je pense que tout ça aussi est lié, quel que soit le bailleur, c'est un bailleur derrière.
Tout à Vous fait. parlez d'autonomie, d'indépendance, etc., de souveraineté. Donc quand on est dépendant du monde aussi, on ne peut pas aussi déclarer cette souveraineté. Mais en la question France. aussi de Ouais. la bonne gouvernance, Se pose quoi qu'on aussi. dise, se pose aussi. Absolument. Parce qu'il y a polémique autour des voitures de fonction, etc. Le Sénégal n'a pas besoin de ça, franchement. Tout à fait. Et quelle alternative le gouvernement sénégalais donc peut-il envisager pour gérer sa dette en préservant surtout son indépendance économique? On a déjà parlé de Ottoman plan Faye. d'austérité. Ouais. On a même déclaré que 20% des recettes budgétaires allaient être orientées au paiement de la dette. Ouais. On a parlé justement des fonds peut-être régionaux ou ceux du Golfe. Après, peut-être des points de croissance, notamment avec la rente des hydrocarbures. Pétrolière et Oui. gazière, oui. Mais c'est du long terme. Mais je pense là encore, ça va se faire, ça devrait se faire de manière structurée et on n'est pas censé omettre justement aussi les défis sociaux en fait en interne. C'est important, c'est Oui, pour ça qu'ils sont absolument. Et élus d'ailleurs. C'est vraiment ça le vrai enjeu. L'enjeu est là. Oui, oui. L'enjeu est là. C'est Moi, une- je voulais d'abord rendre hommage à Ousmane, parce que lui, il a eu Vous parlez d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, voilà. Parce qu'il a eu à d'abord parler aux Sénégalais, dire la vérité. Parce qu'être un dirigeant, c'est d'abord dire la vérité au peuple. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées les derniers 10 ans avec son régime Cissé et tout ça, oui, qui tout à était là. Mais lui, il est venu au Sénégal, il a montré aux Sénégalais que, écoute, on veut gouverner, mais on veut gouverner comme ça. On ne va pas vous cacher les choses qui sont passées derrière, on va vous montrer. Et c'est ça le courage de ce gouvernement qui est là. Et c'est un gouvernement qui est là à montrer aux face des Sénégalais que nous ne sommes pas là pour profiter des richesses du Sénégal, mais on est là tout simplement pour essayer d'avancer avec le Sénégal. Et je voulais vraiment dire que Ousmane Sonko, c'est ça qu'on attendait du Sénégal. C'est ça qu'on attendait de la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une bonne voie pour que le Sénégal puisse partir, Inch'Allah. Je crois que Au-delà cette du question, diagnostic, oui, cette question de transparence, c'est bien. Vraiment. Et il y a un Mais autre je reviens aussi. à la question de la bonne gouvernance. Bonne Ça doit être gouvernance, lié. tout à fait, ouais. Voilà. Il y a un autre C'est point. d'ailleurs peut-être- Pour moi, transparence égale bonne gouvernance. Mais quand on voit surgir des polémiques sur des voitures de fonction, oui, ça pourrait peser rien du tout sur un budget. Ouais, Mais ça a valeur d'exemple. Absolument, oui, tout à fait. Oui. Il y a peut-être un autre point Monsieur peut-être Fahim. qui va être relevé peut-être de manière secondaire, c'est la question aussi de la place du franc CFA. Hein. Là encore. Oui, ça c'est un autre débat encore. Oui, mais Fahim, oui. ça remet en fait les pendules à l'heure parce que quand on parle de dette, forcément on est censé les payer. Tout à fait. Et Quelle devise, quoi. la position justement de la devise sénégalaise, qui est quand même dépendante d'un certain nombre de paramètres monétaires, fait que là encore, même la marge de manœuvre justement Elle est du limitée, Sénégal ouais, tout à fait. reste quand même aussi limitative. Très, très limité, oui, tout à fait. Autre temps, autre mœurs. On va traverser encore le continent pour aller ailleurs. La déclaration du président malgache Randria Nirina met en lumière la stratégie d'ouverture de Madagascar et sa volonté, surtout lui, de s'inscrire dans la dynamique des investissements directs étrangers. On en parlait, des idées en Afrique. Et il assume lors de sa première visite officielle à l'étranger, c'était à Doha, je le cite, « Les Émirats arabes unis investissent beaucoup en Afrique. Madagascar souhaite aussi bénéficier de ces investissements. » Lui, par contre, il fait appel... Directement aux Émiratis pour venir investir, c'est très bien de faire ce genre d'appel. Encore faut-il qu'il faut comprendre les investisseurs. Ce qu'ils veulent, c'est un pays stable. Il parlait de perception. Voilà, et la perception, voilà. Il faut offrir un climat attractif pour les investisseurs. Il ne suffit pas qu'un président vienne déclarer qu'il veut bien que des investisseurs émiratis ou américains ou européens. La règle mondiale est partout la même. Un investisseur va où il fait bon investir et gagner de l'argent. Ça, c'est clair. En tout cas, mais il a eu le mérite quand même d'aller dire venez chez nous directement. L'année passée, en fait, en janvier 2025, on avait annoncé 10 milliards de dollars d'investissement, justement. Et c'est quand même, comparé au PIB national, c'est quand même 14 milliards. Donc c'est quand même très énorme. Il faut savoir que Madagascar actuellement subit une crise énergétique énorme.
Et justement, ces investissements promis avaient été orientés notamment, vers principalement sur l'énergie, les infras, effectivement, énergétiques. Infrastructures énergétiques, Ouais. oui. Mais quel avantage peuvent-ils tirer, enfin, Madagascar peut-il tirer de ces investissements? Concrètement, je dis bien. Ça dépend des secteurs, mais je veux dire, c'est pas gagné. Hein. Bien sûr, si les Émiratis est là, on revient à cette question, comment se décide une aide? C'est des négociations. C'est parfois, donne par en exemple, dans le contrepartie, cas quoi. des Émirats, Ouais, ok. on est loin de la logique du FMI. C'est des négociations politiques. Le Qatar fait la même chose. C'est au-delà du simple fait d'un prêt ou d'un don, etc. Il y a des contreparties qui sont données et voilà, ça se joue sur le terrain du politique. Et là, la question de la transparence n'est pas toujours... il ne se pose Posé, pas parce ouais. qu'il y a des choses qui ne se disent pas dans ces négociations. D'accord, tel que Voilà, Monsieur Diallo, ouais. en fait, Madagascar, je pense qu'ils ont renversé leur président, ça fait pas longtemps, je pense. Ouais, Exactement. Voilà. C'est pour ça que je parle de stabilité. Voilà, surtout ça. Dans un pays qui n'est pas stable, je pense que les investisseurs, ils ne vont pas partir là-bas. Je prends l'exemple d'un cultivateur qui veut cultiver dans un champ qui a beaucoup de... comment dirais-je qui n'est pas fertile. Je pense qu'il ne va pas mettre son argent là-dessus. Absolument. Voilà. Othman Fahim parlait de Après, perception oui, et de... comme disait notre collègue, il y a des choses qu'on ne Mohamed voit Zainabi, pas. ouais. Oui, on voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand je disais 10 milliards de dollars, c'est vrai que c'est une enveloppe énorme par rapport au PIB national malgache, mais c'est une porte d'entrée aux ressources malgaches aussi. Clairement. Pas non plus. Donc, Clairement. oui, c'est vrai que le pays souffre, est en souffrance, je dirais même. Mais que les indicateurs sociaux sont vraiment à la baisse. Mais il y a c'est quelque chose à du chercher. donnant-donnant. Ah oui, il y a quelque chose à aller chercher. Les Émiratis ne vont pas aller à Madagascar pour... Et ce n'est pas toujours aux du yeux des win-win. Malgaches. Hein. Ah ben oui, forcément. Forcément. pas toujours Forcément. du Il y a win-win. toujours un gagnant dans cette histoire. ouais. Même si ici on tente à dire que c'est du win-win, du gagnant-gagnant. Un petit détour par le Cameroun, l'éternel Cameroun, qui attend encore sa nouvelle équipe gouvernementale cette fois-ci, depuis bientôt 4 mois. Dans une réponse à la presse, en tout cas camerounaise, Hermine Patricia Tamaino Ndam Njoya, c'est une opposante de l'UDC, donc l'Union démocratique camerounaise, c'est un parti d'opposition, semble vraiment se résigner. Sa citation, je vous la livre. Non, ça ne sera pas un changement réel puisque qu'on a une expérience depuis 1991, c'est la date d'arrivée du Paul Biya au pouvoir. Il a dit il y a des personnes qui rentrent donc au gouvernement, leurs projets sont noyés dans le projet d'un régime qui ne veut pas ouvrir dans le cadre d'une union nationale. Je pense que il y a un soupçon de détresse et Oui. Non Qui répond? Depuis 91 qu'on l'en attend, oui, on se lasse. Ça fait à la combien langue. d'années? Calcul mental? Depuis 82, même avant, je dirais. Moi, je l'ai même surnommé grand-père d'Afrique. Hein. Le grand-père d'Afrique. Parce que là, ce n'est plus un chef d'État, quoi. Mais si on doit reprendre la citation, clairement, surtout oui. sur la partie projets sont noyés dans dans un projet régime, effectivement, le système BIA, quand on a la main mise sur tous les moyens de l'État, que ce soit financier, médiatique ou autre, forcément, même quand on a une partie d'opposition au sein du régime existant, forcément... Il est noyé, quoi. Oui, c'est ça. Il est noyé. Donc, du coup... toutes les orientations peut-être favorables, que ce soit pour la population ou pour des infras plus élargis, sont forcément biaisées dans le projet gouvernemental, dans le projet du régime. Et c'est ça, en fait, le problème d'une partie de l'Afrique. C'est ça, c'est cette course perpétuelle vers le pouvoir et vers la concentration du pouvoir. C'est pas la course, c'est plutôt... Oui, l'installation, c'est ça. l'installation éternellement à la tête d'un pays, malgré et au détriment de la volonté du peuple. C'est ça ce qui pose en fait réellement problème. Et c'est une question fondamentale à régler pour aller vers le progrès, vers le véritable développement qui ne profite pas
à une classe dirigeante, mais qui s'élargirait au peuple. Voilà. Est-ce qu'il y a une chance de changement dans ce pays, bon, où il est au pouvoir depuis 1991 quand même? Moi, je ne pense pas, parce que les institutions qui se trouvent là-bas, au Cameroun, par exemple, quand tu prends l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée a plus de 80 ans, tu vas de l'autre côté, le président du Sénat qui a plus de 70 ans. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à faire le changement chez eux. C'est pas un gouvernement de VR quand même, non? Non, mais c'est plus que ça, plus que ça. 70 ans, c'est 70 ans, 80 ans, c'est exagéré quand même. Mais par exemple, d'autres pays, voilà. c'est exagéré. Je pense que ça doit changer. Maintenant, pour que ça change, ce n'est pas la presse ou comme ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse d'abord, par exemple. C'est la jeunesse camerounaise. Bien sûr, je parle de la jeunesse camerounaise, qui doit prendre les responsabilités. Il y a des gens qui sont à l'opposition aujourd'hui. On parle de lorsque PEB a été au pouvoir, ils ne sont pas encore nés. Tout à fait. Voilà, ils doivent prendre les responsabilités. Et le mot noyer, en fait, parfois il y a des gouvernements qui noient des jeunes, justement, au milieu de leur structure, pour se donner de la légitimité. C'est du jeunisme, quoi. On amène des jeunes pour un peu édulcorer le... On ne peut pas leur reprocher leur longévité, c'est clair, mais on va revenir sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire limitation de pouvoir et bonne gouvernance. Tout à fait. Pourtant, en 1991, quand il y a eu l'avènement du multipartisme au Cameroun, ça avait suscité énormément d'espoir. Et ce qui est dommage, c'est que des pays comme le Bénin, que l'on disait exemple, ont aussi été ils ont failli être contaminés par cette tendance à l'alternance conflictuelle, etc. Ils ont échappé de peu à ça. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, la politique en Afrique encore pose de sérieux problèmes, en tout cas de problèmes de démocratie surtout, d'alternance, de passation de pouvoir, de laisser le pouvoir aux autres. Ça pose de sérieux problèmes. Pour finir ce soir, pour finir en beauté et en musique surtout, une scène qui explose, des talents qui rayonnent, mais des artistes qui peinent à en vivre. Si l'Afrique fait danser le monde, il est peut-être temps que le monde commence aussi à payer la musique africaine à sa juste valeur. On va décrypter cette citation du patron, donc le PDG de la start-up Color 4, c'était le 5 janvier, au CES de Las Vegas, au Center, aux États-Unis, le plus grand salon mondial d'innovation. Je le cite, il dit que l'Afrique est le marché musical qui croît le plus, mais où les artistes gagnent le moins. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est encore dans cette Afrique qui peine toujours à gérer ses biens, ses ressources, ses valeurs? Alors là, se pose le problème du respect des droits d'auteur, le problème qui reste prédominant en Afrique, dans toute l'Afrique, celui du piratage, de la contrefaçon, etc. C'est un cercle vicieux. Droit d'auteur, quoi. Droit d'auteur. C'est un cercle vicieux dont on peine à sortir. Et alors, le marché mondial se porte mieux que jamais, mais l'Afrique représente moins de 2% des revenus mondiaux de la musique. Il y a une impartialité. Même quand un artiste africain se produit dans l'Occident où les droits sont protégés, etc., il est moins payé que les autres. Ça pose un problème d'équité. Ouais. Donc c'est un problème encore de pouvoir politique, de pouvoir économique, de pouvoir d'influence. Mais c'est vrai, ça joue. Les maisons de disques aussi, ça joue. Justement. Voilà, les maisons de disques, par exemple, quand tu prends les maisons de disques, je ne sais pas, c'est eux qui ont imposé ça dans le monde aussi, des maisons de disques. Par exemple, tu vois un chanteur, tu sens qu'il n'a pas beaucoup de talent, mais il va dans des maisons de disques vraiment qui sont connues mondialement, et là, il fait une pipe extraordinaire par rapport aux autres. Mais le talent, c'est surtout ça aussi, le vrai souci au niveau africain. Il y a ce souci structurel. On a un marché de la publicité qui est quand même assez faible. Très faible. Il y a un autre sujet, même si effectivement, on est à plus de 110 millions de dollars pour l'Afrique, donc ça fait un taux quand même assez élevé, donc 26% de croissance. Mais même comme ça,
les principales ventes se font en streaming principalement. En streaming, ouais, tout Et à fait, donc, oui. du coup, Et la question du clic, par exemple en Afrique, il est beaucoup moins cher Oui, le qu'un prix- clic en Europe, etc. Ça le pose prix tarifaire ce aussi, problème. le RPM, c'est-à-dire que- ouais, c'est ça, voilà. c'est aussi est faible, Les- et 10 fois moins faible enfin 10 fois plus faible qu'un prix en Europe ou aux États-Unis. Ouais, donc c'est tout ça ce qui explique le pourquoi que ça ne se traduit pas encore dans les revenus équitables pour les artistes Absolument. africains. C'est Ah ça bah oui, C'est bien sûr. exactement Mais- tout ça réuni. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Dans un premier temps, il faut structurer le marché de la publicité, dans un premier temps, au niveau de chaque pays africain, dans un premier temps, et ensuite améliorer tout ce qui est en lien avec la réglementation, comme disait notre collègue, sur les droits d'auteur. Zainabi, oui. Oui. Et donc, du coup, et aussi promouvoir, parce qu'on va constater qu'il y a énormément, par exemple, pour les ministères de tutelle, il y a très peu d'incitations, il y a très peu de subventions, il y a très peu de promotion d'artistes locaux. Et là, je parle en termes de budget De associé, budget, de c'est tout, budget ouais. dédié. Ok. Et donc, du coup, quand on regarde les peu de manifestations artistiques existantes, de manière générale, culturelles, au niveau national, mais aussi au niveau continental, ça met à mal légèrement cette logique d'ensemble. Tout à fait. Et il y a aussi une nuance à faire là-dessus aussi. On parle de l'Afrique comme si c'était une Un réalité seul pays, ouais. univoque. Bien sûr. L'Afrique du Sud, par exemple, est resté le plus grand marché de la région, représentant 75% des revenus quand même. C'est ça. Sur le plan de musique, production musicale et revenus. C'est une croissance de près de 15% sur une année. C'est important de dire que quand un marché porteur est bien structuré, mieux structuré que les autres, il gagne plus et fait gagner à ses artistes plus. Il y a autre chose, on a parlé des GAFAM, et les artistes pourraient gagner des clics, énormément d'argent. Le problème en Afrique, c'est que chaque pays négocie avec ses mastodontes seul. Et certains ministres ou chefs de gouvernement ou même présidents de certains pays n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous avec un Zuckerberg, etc. Mais c'est vraiment dommage. Si on était unis et on créait... On ferait la force, quoi, un simplement. franc commun. On ferait la force, tout à fait. La négociation serait... Tout à fait, Mohamed Zainabi, vous avez tout à fait raison. En tout cas, comprendre l'Afrique aujourd'hui, c'est refuser les raccourcis, c'est donc regarder et écouter le débrief Afrique avec des regards croisés. J'ai juste envie de dire merci à mes co-débatteurs ce soir. Merci Othman Fahim. Je rappelle que vous êtes journaliste, économiste et expert en développement territorial. Je remercie également Mohamed Zainabi, rédacteur en chef de 2 Newsmag, l'Observateur du Maroc et d'Afrique, également de Pouvoir d'Afrique. Je remercie Maodo Malik Diallo, qui est journaliste et créateur de contenu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. À la semaine prochaine dans nos regards croisés pour Inch'Allah. Merci.